Hey, salut à tous les petits loups, c'est Métos, de la chaîne Métos 3, catégorie Histoire. Nous voici aujourd'hui dans la deuxième partie consacrée à Gustave Eiffel. Donc nous allons remonter le temps, mais avant toute chose, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Laissez le petit pouce bleu qui est aussi gratuit et peut-être un petit commentaire. Mais en attendant, je tenais à remercier mes 41 premiers abonnés de m'avoir fait confiance, dont le dernier Ludovic. Je vous en remercie infiniment. Et au fur et à mesure du temps qui passera, je gommerai les petites imperfections qui sont à droite et à gauche dans mes vidéos. Et donc maintenant, nous allons repartir dans le temps pour Gustave Eiffel. C'est parti, go! Mais revenons un petit moment sur le projet qui lui laissera une place dans les livres d'histoire. La tour Eiffel, avant que Gustave Eiffel fasse construire sa Dame de Fer, que s'est-il passé pour que son projet voie le jour? Tout le monde sait que cette tour a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 dans la ville où elle est devenue le symbole. Mais moins de personnes savent que l'ambition de réaliser une tour haute de 1000 pieds traversa l'esprit de beaucoup d'architectes dans le monde entier, mais que ceux-ci se heurtent à d'innombrables problèmes techniques. Pour donner une ordre d'idée, l'obélisque de Washington, avec ses 169 mètres de hauteur, s'achève difficilement à cause de sa construction en maçonnerie. En 1874, deux hommes, Clark et Reeves, prétendent pouvoir élever une tour de plus de 914 mètres de haut à Philadelphie, mais le projet ne voit pas le jour. Et même en France, un certain ingénieur électricien français, M. Amédée Sébilliot, revenant des États-Unis avec le dessin d'une tour en fer de 300 mètres, surmontée d'un foyer électrique destiné à l'éclairage de Paris, de Levallois à Vincennes et le bois de Boulogne. La tour elle-même aurait été en granit entourée de colonnes en fonte, formant des galeries superposées, et le diamètre total étant de 18 mètres. Cette tour aurait contenu un musée dédié à l'électricité. Au-dessus de cette tour, il avait prévu de poser une statue ailée du génie de la science, ainsi qu'une plateforme d'observation qui aurait pu contenir 1000 personnes. Pour rendre le projet plus réaliste, il décida de s'associer avec l'ingénieur Jules Bourdet, qui avait une bonne réputation. C'est lui qui avait construit le palais du Trocadéro en 1878. Toutefois, Sébilliot n'avait pas prévu le poids de la tour et cette fantastique masse de maçonnerie aurait nécessité des fondations gigantesques, totalement irréalisables, avec les plus grandes chances que le monument s'effondre sous son propre poids. Même si le projet a existé de façon concrète, il n'a jamais eu la moindre chance de sortir réellement de terre. En 1883, deux ingénieurs de l'entreprise Eiffel, Émile Nouguier et Maurice Koechlin, ont l'idée d'une tour métallique. Leur ébauche, mise en forme le 6 juin 1884, s'embellit avec la collaboration de l'architecte Stephen Sauvestre, qui affine et décore l'édifice. D'abord réticent, Gustave Eiffel s'approprie l'idée de ses collaborateurs en rachetant le brevet déposé le 18 septembre 1884. Pour rendre son projet crédible aux yeux des conseillers municipaux et du public, il dépense alors des sommes colossales en articles de presse, publicité et en relations publiques. Son projet, qui fait l'unanimité, l'emporta finalement sur tous les autres candidats le 1er mai 1886, ce qui permet à l'ingénieur de signer une convention avec le gouvernement le 8 janvier 1887. Il avance de sa poche 80% des frais de travaux, soit 8,5 millions de francs or.
et les autorités lui accordent une concession de 20 ans à dater du 1er janvier 1890, au terme de laquelle la tour reviendra à Paris. Malgré quelques difficultés pendant le chantier, dont une grève du personnel et d'ardentes hostilités de la part des 47 artistes de l'époque, comme Alexandre Dumas fils, Sully Prudhomme, Le Comte de Lisle, Guy de Maupassant, Charles Gounod, qui pensaient que la tour serait un pylône inesthétique enlaidit le paysage de Paris. Eh bien, ce projet sera abouti le 31 mars 1889. Eiffel, ayant respecté les délais impartis, reçoit la Légion d'honneur. À partir du 15 mai suivant, le monument est ouvert au public et attira un monde incroyable et fut un énorme succès. Et malgré les embûches pendant la construction de la tour, l'année 1889 sera pour Eiffel l'année du triomphe et l'apogée de sa carrière d'ingénieur et d'entrepreneur. Fort de cet énorme succès, Eiffel s'engage aussitôt dans la construction des écluses du canal du Panama. Mais, en 1893, la compagnie de Ferdinand de Lesseps est éclaboussée par un énorme scandale financier lié entre autres à la corruption de parlementaires chargés d'étouffer face à l'opinion la quasi-banqueroute de la société. Le scandale de Panama est immense. De nombreux petits porteurs sont ruinés. L'opinion veut des coupables de suite, et même si Gustave Eiffel n'était qu'un simple contractant pour le compte de la compagnie et qu'il a scrupuleusement rempli ses engagements, il est poursuivi à son tour et il est condamné en première instance à 2 ans de prison et à 20 000 francs d'amende. Ce jugement est cassé par la Cour de cassation grâce à la brillante défense de son avocat Pierre Waldeck-Rousseau, qui le met hors de cause et le permet d'être réhabilité. C'est dans cette ambiance difficile qu'Eiffel acquiert en 1892 un séjour d'été à Vevey, sur les bords du Léman. Cette luxueuse demeure, dite Villa Valentine, du nom de sa 3e fille, est démolie en 1978. Subsiste cependant un petit port privé dit Port Eiffel. Mais l'affaire Paname laissera quelques séquelles, car plusieurs villes, même sur Dijon, on débaptise les rues portant son nom. L'Assemblée nationale fait même pression sur le Conseil de l'Ordre pour retirer à Gustave Eiffel sa Légion d'honneur. Tout comme la justice, le Conseil de l'Ordre retrouvera rien à reprocher à l'honneur de Gustave Eiffel et ira jusqu'à démissionner en bloc, un cas très rare dans son histoire, pour protester contre ces accusations infondées et les pressions politiques exercées à son encontre. Innocenté mais profondément blessé par l'affaire Panama, Gustave Eiffel se retire alors des affaires pour se consacrer à ses travaux scientifiques de météorologie et aérodynamisme. Il s'occupe également de la pérennité de sa tour. Or, celle-ci n'est pas assurée. Eiffel n'en possède la jouissance que jusqu'en 1910. Étant donné que le public boude la tour Eiffel et qu'il préfère le tout nouveau Metropolitan dû à un autre ingénieur, Fulgurance Bienvenue, et surtout le fameux trottoir roulant, rue de l'Avenir, qui passent tous deux à proximité. Eiffel s'acharnera à en démontrer l'utilité. Il fera installer un laboratoire de météo à son sommet en 1898, puis quelques années plus tard, en 1901, un émetteur TSF. Il donnera toute son énergie à faire différentes expériences pour prouver que sa tour est utile.
Il y fait des mesures de radioactivité, analyse de l'air, expérience du pendule de Foucault, etc. Elle rendra beaucoup service à la science et à la défense nationale. Eiffel, voulant faire des recherches sur l'aérodynamisme, spécialité à laquelle il s'est précédemment intéressé lors de la construction de la tour. En 1909, il installe une première soufflerie au Champ de Mars, puis en 1912 une deuxième à Auteuil, dans le 16e arrondissement. La conception de la soufflerie inspirera un certain nombre de celles qui sont utilisées de nos jours. Pendant la Première Guerre mondiale, les recherches sur les hélices aboutissent en 1917 à la conception d'un avion de chasse monoplan baptisé Labo Eiffel et en abrégé LE. Mais ce fut un échec après l'accident mortel du pilote en mars 1918. À la suite de cela, il fait don de toutes ses installations à l'État et plus précisément au service technique de l'aéronautique en 1921. Alexandre Gustave Eiffel meurt le 27 décembre 1923 à 91 ans à Paris. Ses obsèques sont célébrées en l'église Saint-Philippe de Roule le 31 décembre 1923 à 10h30 en présence de nombreuses personnalités. Il est inhumé avec tous les honneurs dans le caveau appartenant à sa famille au cimetière de Levallois-Perret. Et voilà Utilou, c'est la fin de cette vidéo consacrée à Gustave Eiffel. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et je tenais à rappeler que mes vidéos dites histoire sont aussi adaptées aux enfants afin de leur permettre d'apprécier et d'aimer des choses de l'histoire qui se sont déroulées à travers les âges grâce aux photos incorporées aux vidéos. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, au petit pouce bleu et peut-être au petit commentaire. Et dernière info importante, le vendredi 30 octobre, il y aura une vidéo hors série histoire dédiée à l'histoire de la fête d'Halloween. Donc maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, petit loup, métos.